Bonjour, nous sommes au collège d'Antoura. Bonjour à notre invité, Charles Al-Hayek, qui est archiviste du collège d'Antoura. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de l'histoire de ce collège? C'est le plus ancien collège francophone du Proche-Orient. Il a été fondé par les pères lazaristes en 1834. C'est un collège qui, de par la continuité de son activité pédagogique et de par un peu la formation qu'il avait donnée à ses anciens et qui ça continue, a participé à la formation des bases intellectuelles qui ont été utilisées par les promoteurs et les pères de l'idée libanaise après la Première Guerre mondiale. Donc c'est un collège qui a activement participé à la formation d'une élite qui pense à un Liban axé sur l'avenir. C'est un collège qui a aussi participé à la formation d'une élite qui est très active dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels du Liban. Et c'est un collège aussi qui a joué un rôle extraordinaire dans la propagation du français comme une langue qui fait partie de l'identité libanaise. Parce que au Liban, la francophonie n'est pas un fait lié au mandat. C'est un fait qui remonte au 19e siècle et même au 18e siècle, mais qui a été structuré d'un point de vue éducationnel par la mission des lazaristes à Antoura, qui est aussi doublée par une mission des filles de la charité. Donc les établissements scolaires fondés par les pères lazaristes et les filles de la charité au Liban, en Syrie, au Proche-Orient, ont été les promoteurs de la francophonie. Et alors, comment tout a commencé au tout début? Tout début, c'était un pur hasard. Comme les grands événements de l'histoire parfois sont un hasard. Déjà, les lazaristes remplacent les missionnaires jésuites qui ont fondé la mission d'Antoura en tant que mission auprès surtout des Maronites, mais qui ne s'est jamais transformée en collège en 1656. Les jésuites ont été chassés par une double décision des rois de France et de la papauté à la fin du XVIIIe siècle, et ils ont été remplacés par les lazaristes, par décision aussi des rois de France et de la papauté en 1783. Déjà, les lazaristes avaient un projet d'établir une école ouverte à tout le monde. Mais les débuts des lazaristes au Mont-Liban correspondaient aussi à la période de la Révolution française. Donc pendant un certain temps, il n'y avait ni les fonds ni les missionnaires. Il fallait attendre 1830, à la fin des années 1820-1830, et l'arrivée d'une nouvelle équipe de missionnaires, et surtout d'un jeune missionnaire français, François Leroy, un prêtre lazariste, qui avait déjà un projet d'une petite école qui enseigne le français, l'arabe, le turc ottoman. Et il reçoit en 1832 la visite de Lamartine lui-même, qui discute avec les pères lazaristes du projet et qui va donner tout son soutien à ce projet. Il va assurer le lien entre cette vision des lazaristes et le ministère de l'Éducation à l'époque de la Restauration. Et c'est là qu'en 1834, un collège voit le jour avec 7 élèves. Le collège va vite prendre un élan. Les premiers élèves étaient tous chrétiens, 4 locaux et 3 fils des consuls basés à Beyrouth. Mais déjà à partir de 1840, il reçoit des musulmans. Donc déjà, il y a un espace œcuménique qui est catholique, francophone, mais qui est ouvert à tout le monde. Et arrivé 1850, déjà le collège avait 150 élèves. C'est un nombre assez important pour l'époque. Et après 1860, c'est un peu le collège qui devient le collège francophone le plus prestigieux de l'Empire ottoman, avec son collège frère Saint-Baudois à Istanbul, à Constantinople, géré aussi par les lazaristes. C'est un internat qui accueille entre 300 et 400 élèves, et c'est des élèves qui vont vite intégrer la vie sociale, politique et culturelle de leur un peu, société au Levant. Les anciens directeurs sont enterrés ici même, dans un caveau, donc ici à Oui. Antoura. Et certains ont joué, enfin, ils ont tous joué un rôle très très important évidemment pour le collège, mais certains ont eu un rôle d'autant plus important dans Certainement. l'histoire du Liban. Je pense notamment pendant la famine, par exemple. Au Père Salout. Le Père Salout était le supérieur du collège entre 1911 et 1944, donc les deux guerres un peu. Arrive 1915, il doit faire face à un grand défi. Les Ottomans confisquent le campus
et chasse les lazaristes. Étant français, ils étaient considérés comme étant des citoyens d'une nation belligérante avec l'Empire ottoman. Mais à Antoura se développe un projet sinistre, c'est le campus, le collège une fois fermé, les lazaristes une fois chassés. Jamal Bacha, le gouverneur ottoman des provinces du Levant, transforme Antoura en un orphelinat arménien où s'opère la turquification. On turquifiait les Arméniens de par l'identité religieuse, l'identité linguistique. L'objectif, c'était de transformer ces rescapés du génocide arménien en turc ottoman. Le projet n'aboutit pas, bien sûr, mais c'est un chapitre très lourd, très difficile de notre histoire, parce que beaucoup de ces enfants arméniens à Antoura vont mourir, et de faim et de maltraitance. À l'époque, le père Sarlout, qui était aumônier de l'armée française, va être placé à Arwad, l'île qui a été occupée par les Français dès 1916. Et à partir de cette île, vu sa connaissance du terrain local, il va commencer à organiser les premières missions de ravitaillement. Le Liban n'existait pas dans ses frontières actuelles. Il y avait un Mont-Liban qui était une province autonome de l'Empire, Mutassarifia. Une grande partie du Liban appartenait au territoire de la province de Beyrouth et la province de Damas. Dans toutes ces provinces, à cause de la politique ottomane de mobilisation générale qui aussi se traduisait en confiscation en très grand nombre de toutes les un peu tout ce qui était disponible comme nourriture, comme moyen de transport, comme jeunes. Il y avait un blocus des alliés, il y avait de mauvaises récoltes, il y avait des spéculations et bien sûr les Ottomans ont très mal géré. Et très mal entre guillemets parce que là on est en train de découvrir qu'il y avait une certaine aussi volonté d'affaiblir ces Libanais à travers la famine, une famine qui va tuer 20 à 25% de la population. Donc il fallait ravitailler. Le père Sarout commence son ravitaillement à partir d'Al-Wad. Il faisait même des allers-retours en secret, au grand danger d'être identifié par les Ottomans. En 1918, avec la chute de l'Empire, l'armée française se déploie avec l'armée britannique et ils adoptent une politique de ravitaillement à très grande échelle, mais à qui confier cette mission? Ils divisent la côte en deux, en fait, le Levant en deux. Une région qui va du Matin jusqu'à englobant le Liban du Nord et aussi la côte syrienne qui a été confiée au père Sarlout, et une autre qui va être confiée au père Martin Péry, le supérieur des Jésuites. Donc les deux missionnaires francophones vont jouer un rôle extraordinaire. Ils vont organiser le ravitaillement du Liban. Le père Sarlout transforme Antoura, le collège, parce qu'il réintègre aussi sa fonction de supérieur, en un centre de distribution. Il met un système très effectif avec ses notes, avec ses cahiers, et en 6 mois, ces deux prêtres mettent fin à la famine. Donc c'est un homme qui n'a pas vraiment encore sa place d'honneur dans la mémoire collective, mais c'est quelque chose auquel on remédie un peu à ce problème parce qu'on va raconter son histoire sur le plan public et sur le plan académique. Et il est enterré dans la chapelle et c'est un des sauveurs du Liban. C'est grâce à lui que cette communauté a pu survivre et se reconstruire et créer un État après la famine qu'est le Liban. Et justement, le collège d'Antoura, d'anciens élèves du collège d'Antoura ont aidé à la construction du Grand Liban, du Liban qui a été donc proclamé en 1920. Comment les écrits, les études, les idées de ces élèves ont pesé sur la création du Grand Liban? Déjà, vers la fin du 19e siècle, on trouvait là un mouvement littéraire très particulier qui s'exprime en français, mais qui exprime des idées nationales. Le Liban a une très longue tradition d'autonomie qui remonte à l'époque ottomane, mais on un peu refonde cette idée d'autonomie dans un langage de politique moderne, de nationalisme. Les promoteurs de ce projet d'un Grand Liban sont les anciens d'Antoura. Le premier à utiliser le terme de Grand Liban est Boulos Njem, Joupla. Il a publié ses œuvres sous un pseudonyme. Un autre, c'est Chekri Ghanem, le premier auteur francophone. Un troisième, c'est Khairallah Khairallah. Ces trois vont être un peu de par ou leurs ouvrages ou leurs articles, et ils vont poser les fondements intellectuels d'un projet d'État libanais, ce qui va permettre, à la fin de l'Empire ottoman, aux Libanais de revendiquer
un pays, un État, à la conférence de paix à Paris, avec des objectifs très clairs, avec une carte, avec un système politique qui est revendiqué, avec une histoire qui est parfois mythique, mais tous les pays ont cette recherche des mythes fondateurs, et ils vont gagner. Ils vont réussir à travers des groupes de pression, du lobbying, les liens qui, à travers le collège d'Antoura, ils avaient avec le ministère, avec le Quai d'Orsay, ils vont réussir à changer le projet français, parce que le projet français à l'origine n'était pas le Liban, c'était la Syrie intégrale, dans laquelle un Liban autonome devrait exister. Mais c'est là où ils parviennent à changer et obtiennent, à partir de 1920, une lettre du Premier ministre français Clémenceau qui accepte et reconnaît les revendications libanaises qui sont à l'origine du Liban moderne. Alors là, nous sommes dans la salle des archives, Oui. justement. Alors, un nouveau centre d'archives est en train de naître de manière très, très officielle avec la numérisation des documents. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà des documents que vous avez et comment on est arrivé aujourd'hui à faire de ce centre des archives quelque chose qui va vraiment être important pour la postérité? C'est à l'instigation de Monsieur le Supérieur, le Père Nakad, lazariste libanais francophone, que les archives ont été fondées en 1997. Actuellement, il est de nouveau supérieur et c'est à son instigation qu'on est en train de, en fait, transformer nos archives en un centre de recherche axé sur l'histoire non seulement de la francophonie, de l'éducation, mais aussi un centre qui raconte l'histoire des communautés chrétiennes et musulmanes qui constituent le Liban, vu que le collège, pendant longtemps, était un collège où il y avait toutes ces communautés. Mais les archives, telles que vous les voyez, ont été travaillées par un breton français, qui était un de nos anciens profs et responsables, qui prend cette responsabilité en 97 et la garde jusqu'à son décès en 2020. Donc pendant ces 23 ans, il a œuvré au sauvetage des manuscrits, des documents, des œuvres d'art, à la constitution du premier index. Nous avons des archives extrêmement riches, nous avons des documents qui remontent au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, que ce soit sur le plan éducationnel, mais surtout, vu que le collège a joué un rôle politique très important au XIXe siècle, c'était le moteur de l'influence française, nous avons tous les documents qui relatent cette histoire assez particulière et spéciale entre les Français et les Libanais, entre toutes les communautés chrétiennes aussi et la papauté. Et aussi, nous avons ces documents qui montrent un peu l'émergence de cette idée du Liban, qui seront bientôt ouverts au public en tant que centre de recherche. Alors vous êtes vraiment spécialisé évidemment puisque vous êtes professeur, chercheur, historien et au Collège d'Antoura depuis très très longtemps puisque vos parents enseignaient déjà au Collège d'Antoura, donc vous vivez finalement dans ce collège depuis très très longtemps. Alors justement, avec votre expérience, comment voyez-vous le Liban aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont ses chances de se sortir de cette situation qui est très très périlleuse, très très difficile, pour redevenir le pays qu'il a été à un moment donné, avec la même influence, et redonner la liberté aux Libanais? Le grand défi actuellement, c'est de trouver un rôle à ce Liban. L'ancien rôle n'est plus. Vu la situation terrible dans laquelle on fait partie d'une guerre à laquelle le Liban a peu de choses. C'est une guerre entre le Hezbollah et Israël, et surtout c'est une guerre dont le moteur principal est l'Iran. Une influence qui a été, à moins de le dire, maléfique sur le Liban. Ça a aussi non seulement pesé très lourd sur l'isolation diplomatique, économique, culturelle du Liban, ça aussi, elle s'est opérée d'une façon très coloniale, auprès surtout de la communauté chiite qui a adopté une influence iranienne de point de vue culturel et oublié un peu les racines locales. Donc, c'est notre rôle de rappeler à ces chiites leurs racines libanaises. D'un point de vue chrétien aussi, les chrétiens sont en crise identitaire, en crise de rôle, et il y a une obsession par le passé qui est légitime, mais qui peut aussi se transformer en une obsession du passé qui bloque un peu une vision de l'avenir. Si jamais on arrive à une situation d'armistice ou de paix avec Israël pour désenclaver le Liban de cette emprise iranienne et de retrouver à travers la diplomatie un rôle de jouer
parce que les trois piliers du rôle historique du Liban, c'est un espace de liberté, des libertés sur le plan religieux, mais aussi sur le plan culturel, pensée, politique, qui n'existe nulle part au Proche-Orient. Deux, c'est un espace qui, malgré tout, est toujours un espace de diversité et de démocratie, où toutes ces communautés essayent de gérer ensemble un territoire. Et trois, et l'essentiel, c'est un pays dont le rôle est la production du savoir et la production de la culture. À travers ces institutions, que ce soit francophones ou anglophones ou arabophones, le pays a toujours eu, à travers sa société, un poids qui dépasse de loin son poids démographique, son poids géographique en tant qu'influence sur le monde arabo-musulman. Et c'est notre rôle historique qu'il faut à tout prix retrouver. Donc ça veut dire concrètement, les Maronites aujourd'hui, on sait qu'ils sont à peu près un tiers de la population, ils étaient à une époque majoritaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour retrouver ce rôle et avoir toujours ce rôle de passerelle entre Orient et Occident? Ce rôle est commun à toutes les communautés, mais c'est un rôle dont les Marounites ont été les pionniers. Ils étaient les pionniers vu qu'ils étaient les premiers à avoir cette vision, et ils sont toujours un moteur essentiel parce qu'ils ont les institutions qui produisent ce rôle à travers leurs écoles. À côté de ces institutions, il y a les institutions non maronites, les institutions des missionnaires comme Antoura. Donc ensemble, ils doivent combler le vide qui est resté par la destruction et reconstruire le Liban à travers l'éducation. C'est à travers l'éducation que le Liban s'est fait après la Première Guerre mondiale, et c'est à travers l'éducation qu'un nouveau Liban peut se refaire tout en gardant un souvenir de son passé, tout en gardant un certain attachement à ce passé, mais surtout tout en regardant vers l'avenir. Est-ce que la France peut encore avoir un rôle à jouer aujourd'hui? Bon, on sait que dernièrement, enfin depuis longtemps malheureusement déjà, la France n'est absolument pas à la hauteur de la relation qui l'unit au Liban depuis 1000 ans. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le gouvernement français, l'État français, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le Liban? La relation avec la France fait partie aussi des piliers de l'identité libanaise. C'est une relation qui a 1000 ans. C'est assez rare d'avoir deux pays au monde qui ont un millénaire de relation, même si on parle pas de la France actuelle, du Liban actuel dans ces 1000 ans, mais à travers tous les changements en histoire. L'essentiel, c'est de soutenir l'éducation francophone. C'est là où tout commence. Les enjeux politiques, c'est des enjeux auxquels nous, en tant que chercheurs et enseignants, on n'a pas grand mot à dire, mais c'est à travers, en fait, une politique de non seulement de sauvegarde de la francophonie, mais une politique qui permettra à ces établissements de retrouver leur rôle de centre fédérateur des Libanais. Parce que c'est dans ces écoles, et surtout les écoles francophones, que ces différentes communautés se sont retrouvées pour s'entendre et créer un Liban en 1920. Donc la France a un grand rôle à jouer dans le soutien de la francophonie et de l'éducation. Merci. Je vous en prie.